Et chers téléspectateurs, pour plus d'explications sur ce sujet, nous rejoint via Zoom Dr Islam Aizat, qui est professeur de tourisme et d'antiquité, maître de conférences à l'université de Ain Shams et à présent délégué à l'université Cergy de Paris. Bonjour Dr Islam. Bonjour monsieur, bonjour Montaillot. Merci. Alors, premièrement, quand on parle de ces tensions du conflit américano-israélien contre l'Iran, on parle toujours de ses effets sur l'économie, sur le commerce de carburant, surtout avec les prix du pétrole et du gaz naturel. Néanmoins, on voit maintenant que les transports, surtout aériens, certainement maritimes, néanmoins également le tourisme est affecté gravement par ce conflit. Bien sûr. Comme vous avez présenté pendant le reportage, on peut voir que le tension militaire ont entraîné de la fermeture des espaces aériens sans précédent dans la région suite à l'escalade de conflits depuis fin février 2026. Oui. Pas moins de 8 pays ont été fermés ou strictement limité leur espace aérien. L'administration de l'aviation civile aussi, en posant des restrictions sévères sur le corridor de quelques régions, comme Bagdad par exemple. Ces fermetures ont des conséquences majeures en fait, car la région constitue un carrefour stratégique mondial. Selon des experts en aviation, environ de 20 à 30% de trafic aérien et commercial mondial transite normalement par cette zone. Cette préoccupation a été si soudaine et étendue que selon les données de bases de données internationaux, par exemple comme FlightAware et Cirium, plus de 6000 vols ont été annulés dans les 62 heures suivant le début du conflit. En répondant à votre question concernant le tourisme, bien sûr, les avertissements aux voyageurs émis par de nombreux gouvernements ont dévasté l'industrie hôtelière. Je parle ici en basant sur le rapport publié récemment par le World Travel and Tourism Council, qui rapporte que la région perd environ de 600 millions de dollars par jour en dépenses touristiques. Dans les villes comme Dubaï, Doha, Bahreïn et Riyad, le taux d'occupation hôtelière sont tombés à de niveaux à un chiffre en contraste frappant avec l'autre saison habituelle de novembre à mars. Aussi, plusieurs gouvernements dans les États-Unis, le Canada, l'Allemagne et l'Australie ont activé le système d'urgence pour répartir leurs citoyens. Oui. Également, quand on parle de l'augmentation des coûts de carburant et de l'assurance se reflète-t-elle sur les prix des billets d'avion? Parce qu'on a vu une hausse gigantesque des prix de billets d'avion surtout. Bien sûr, le conflit a provoqué en fait une flambée, on veut dire, de prix de carburant aviation qui a presque doublé pour atteindre environ 197 dollars le baril. Cette hausse s'explique par les préoccupations de chaînes d'approvisionnement pétrolier mondial, notamment les attaques contre les pétroliers près de détroit de Hormuz. Les compagnies aériennes sont confrontées en fait à trois facteurs de hausse de coûts. Le premier, c'est le carburant, représentant normalement 25 à 40% de dépenses d'exploitation. Le deuxième, c'est le route plus longue. Le détour maintenant augmente la consommation. La troisième chose que vous avez mentionnée déjà dans votre reportage, c'est le prix d'assurance. En hausse significative aussi pour le survol de zones à risque. Ces coûts sont répercutés sur les passagers. Il y a beaucoup de compagnies et de sociétés internationales qui sont perdues beaucoup de leur, on peut dire, leur économie. À partir de ça, nous avons par exemple les experts prévoyant une augmentation globale aussi de tarifs d'environ 20% en termes réels. On a vu des déclarations du président américain depuis quelques jours que le détroit est ouvert, certainement après les déclarations de l'Iran que le détroit d'Ormuz était ouvert. Néanmoins, le lendemain matin, l'Iran a déclaré qu'elle interdisait la navigation maritime dans le détroit d'Ormuz.
quelle était la réaction des marchés, surtout dans les compagnies d'assurance? Est-ce qu'on a vu une perturbation des valeurs déjà affichées ou il n'y avait pas de réaction là-dessus? Si on peut par exemple voir le rapport publié après le discours ou après l'annoncement du président américain, par exemple, je peux analyser par exemple le rapport publié par Tourism Economics Oui. qui fait une analyse très profonde en fait sur les conséquences économiques. Oui. Ils ont estimé que la région pourra subir perte de 34 à 56 milliards de dollars de dépenses touristiques sur l'année 2026 et pour l'aviation, par exemple, pour les assurances. Je crois ils ont maintenant des opportunités pour contribuer positivement et faire beaucoup des investissements de cette période parce qu'on ne peut pas estimer qu'est-ce que va faire le futur de ce conflit, ce sera comment. Donc, il faut pour eux d'investir cette période, si on peut dire ça. C'est pourquoi, par exemple, le Tourism Economics, il est proposé une démarche qui comprend la communication transparente sur la sécurité ville, la prévention, ensuite la mise en valeur du tourisme patrimonial et culturel aussi pour attirer beaucoup de visiteurs et pour compter aussi le nombre de vols qui peut contribuer aussi dans la réduction du prix de vol maintenant parce que maintenant c'est très très cher. Certainement, certainement. Comment les préoccupations sécuritaires, surtout, influencent-elles les décisions des touristes pour visiter une quelconque région? Si on parle sur le tourisme, bien sûr, la première chose, c'est la sécurité. Donc, nous avons toujours, c'est le premier facteur qui peut affecter la prise de décision d'un visiteur, d'un touriste. Si on peut voir aussi que la contribution du tourisme au PIB régional aussi, qui devrait attendre peut-être 206 milliards de dollars, connaîtra une contraction de plus de 13% cette année. Le petit État de Golfe, comme il y a plusieurs pays qui ont connu de croissance de 11% d'arrivée fin 2025, nous voyons de perspective d'inverser brutalement cette année. Oui. Mais la recherche académique nous montre aussi que les destinations post-conflit peuvent se rétablir grâce à des stratégies de marketing adaptives. Selon une étude publiée, par exemple, dans le même journal Tourism Economics, on peut voir que s'il y a de différenciation par le tourisme responsable et de santé, s'il y a de mise en valeur de tourisme patrimonial et culturel, ensuite l'implémentation de l'organisation de marketing destination, on peut voir très bonnes stratégies et de campagnes de promotionnelles post-crise très importantes. Parfait. Également, quand on parle des pays du Golfe, on doit mentionner qu'un pays, par exemple, tel que les Émirats arabes unis, bien qu'il y a des endroits qui sont attaqués par les drones iraniens, néanmoins, les Émirats arabes unis, surtout la ville de Dubaï, maintient une marge de touristes qui sont toujours fréquents sur les rues de Dubaï et d'autres villes des Émirats arabes unis. Quelle est leur recette pour arriver à avoir, malgré les menaces sécuritaires, de tels tourismes, de tels, je dirais, programmes touristiques attirants? C'est une très belle question en fait, parce que l'expérience de l'Émirat, je crois, c'est un exemple très important pour tous les pays. Dubaï est une destination mondiale de tourisme. Bien sûr, il y a plusieurs aussi villes dans les mêmes pays. Maintenant, ils sont considérés comme des destinations principales. Ils sont considérés aussi parmi les premiers 10 de tout le monde. On peut voir que le gouvernement là-bas, ils ont adopté une stratégie qui comprend la prolongation de visas et d'exemptions de l'amende
pour le séjour de passé depuis le 28 février. C'est une opération très importante. La deuxième, c'est l'opération de 8 bâtiments coordonnés par deux pays de bas, Hollande, Suisse et Inde. Nous avons aussi des stratégies d'évacuation et aussi de communication ciblée sur les zones les non sûres. Ça, c'est un point très important. Ils vont aussi faire beaucoup d'offres sur l'occupation hôtelière. Ces offres, elles peuvent attirer beaucoup de visiteurs et on peut dire que le résultat très positif, maintenant, on peut dire, on peut le mesurer maintenant. Ce pourquoi tout le nombre et toutes les statistiques qu'on peut obtenir de cette période est très positif, en particulier à Dubaï et à Amirat, qui donne, je crois, un espoir très positif sur le futur. Et j'espère que cette période, elle va être très bien investie à ce pays qui représente une destination touristique importante. Certainement, certainement. Docteur Islam Ezzat, au terme de cette interview, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes maître de conférence à la faculté de tourisme et des antiquités à l'université d'Ain Shams et actuellement délégué à l'université de Cergy à Paris. Merci à vous.